Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous? Écoutez, ouais, ça fait pas longtemps qu'on s'est pas parlé, hein. Là, c'était récent. Et je dois faire une petite vidéo parce que je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on n'arrive pas à se comprendre. Et moi, je suis très, comment dire, très... dans un terme beaucoup plus simplifié, je dirais très à cheval, mais je suis très impliquée dans ce que je fais, voilà, c'est le mot. Et pour ça, je voulais vous dire que je reviens sur deux sujets que j'ai récemment évoqués et qui peut-être n'ont pas été compris, mais je vais quand même réitérer. En fait, c'est un peu plus que deux sujets. J'en viens. Je voulais vous parler de plusieurs... alors, je vais commencer par le sujet de la polygamie à travers le monde. Vous savez, la question de la polygamie à travers le monde est une question que je n'ai jamais compris. Il y en a qui soutiennent ce concept et d'autres qui ne soutiennent pas. On me demande de quel côté suis-je. Moi, j'ai dit je suis du côté de ceux qui ne soutiennent pas, de ceux et celles qui ne soutiennent pas la polygamie. La raison est simple, c'est que récemment, je parlais avec Papa Yahvé. Enfin, je parle dans la nuit, comme ça, il se met à me parler. Il communique avec moi, il me dit, écoute, regarde un monde. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous dites, oui, il y a trop de femmes que d'hommes. On ne peut pas réussir à équilibrer le nombre de mariages. Et Papa Yahvé me dit, ça encore, c'est le discours des êtres humains. Vous passez le temps à parler, à raconter tout ce que vous voulez, à parler et expliquer des choses qui n'en valent pas la peine. Mais vous n'êtes jamais sur l'essentiel. Parce que quel est le but de ce langage? Il dit parfois vous devriez avoir honte de sortir des discours comme tels que ceux-là, aussi innocemment, pour raconter vos histoires à travers le monde. Alors moi je ne comprends pas. Il me dit comment ça tu ne comprends pas? Il me dit je vous invite à faire un recensement pour connaître le nombre de femmes qui existent actuellement dans le monde et le nombre d'hommes. Et Papa Yahvé me dit je parie que si vous faites ce recensement, vous vous en rendrez compte que s'il faut que chaque homme prenne une femme, c'est tout à fait possible d'équilibrer les mariages monogames à travers le monde. Et Papa Yahvé me dit, je vais t'expliquer la raison. La raison, c'est que, vous savez que les divorces ont été imposés au ciel. C'est-à-dire que il y a les divorces, en parité, nous allons expliquer, non, en cohérence, nous allons expliquer. Il y a les mariages. Avec les mariages, à côté des mariages, il y a des divorces. À côté des divorces, il y a des décès. À côté je ne vais pas prononcer comme ça, et tout ça, en fait, il y a un cheminement qui fait que, un cheminement lié à des effets de la vie qui font qu'à un moment donné, que nous soyons en cohérence avec un certain équilibre du monde. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec des gens qui tuent d'autres en disant oui, certaines vont naître. De toutes les façons, quand on tue une personne qui a 70, 80 ans, 90 ans, 100 ans, ainsi de suite, ou 110 ans, en fait, cette personne, en fait, ne peut être remplacée parce que tout le bagage humain qu'il a, il n'a pas suffisamment transmis. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va dire aux gens qui déséquilibrent, qui créent des meurtres pour déséquilibrer les bases de la vie. Donc, si on fait un recensement aujourd'hui de toutes les femmes qui à travers de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont à travers le monde, nous en rendrons compte que le monde peut vivre sur une monogamie. La chose est simple, c'est que les gens se disent ah oui non mais il faut la préservation, il faut la préservation des races. C'est nous qui avons évoqué la question. Naturellement, il faut la préservation des races. Vous savez, nous sommes en train de cheminer vers un universalisme qui aujourd'hui démontre à quel point le monde est devenu cosmopolite.
Donc, je vais vous poser une question. Si par exemple, à quelque part, prenons le cas d'un pays, prenons le cas de l'Afrique. Vous pensez que si par exemple en Afrique de nos jours, les Africains sont seuls, il y a des Africains qui sont seuls, qui ne sont pas des personnes sérieuses, travailleuses, qui ont une certaine situation sociale, sont seuls. Vous croyez qu'ils devraient rester seuls parce qu'il faut préserver les races, alors que s'ils ne trouvent pas de femme pour se marier, ben, il faudrait bien qu'on lui trouve une femme ailleurs pour qu'il puisse se marier. Vous voyez ce que je vais dire? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que prenons le cas, par exemple, d'un pays où on voit majoritairement des femmes, où il n'y a pas beaucoup d'hommes. Vous croyez que là-bas, ces femmes, si elles sont par exemple en Asie, on ne peut pas venir en Europe chercher des Européens célibataires pour qu'ils se marient avec elles, pour entre la préservation des races et la continuité de la procréation humaine. À un moment donné, nous ne devons pas faire un choix, mais nous devons émerger avec, parce que nos histoires, si nous nous basons sur la volonté divine, finalement, nous aurons un enseignement à travers le monde, nous aurons un dogme et finalement, la volonté divine remportera sur les besoins humains, sur les racontages humains. Et ainsi, nous pourrons parvenir à créer cet universalisme qui est la nôtre, qui est le nôtre. Je crois que c'est ça. En fait, c'est ça. Oui, voilà. Qui est le nôtre. Et ce serait plutôt à notre avantage. Je ne dis pas qu'il faut détruire les races. Non, il faut les préserver, mais tout en comprenant les besoins de l'être humain. Un peu comme, vous ne pouvez pas me dire, nous allons préserver notre voisinage et même si chez nous, nous manquons de tout, nous allons nous priver de tout au lieu de partir travailler chez le voisin pour gagner nos vies. Ça ne se fait pas, vous comprenez? Vous irez travailler chez les voisins pour gagner votre vie. Parce que naturellement, vous en avez besoin, parce que vous devriez gagner votre vie. En effet, c'est ça la réalité. Et donc, cet universalisme dont on construit remet en question toute la vision que porte l'être humain sur le monde. On ne dit pas que les gens ne doivent pas se marier. Bien sûr que les gens doivent se marier dans leur pays pour préserver la continuité des races. On a parlé du système d'intégration et on est complètement contre toutes ces personnes qui déboulent là et qui viennent se dire « Ah oui, nous allons dominer tel pays, nous allons dominer tel autre pays. » On n'est pas du tout d'accord avec ces gens. Nous sommes carrément contre ces personnes parce que finalement, ça ne nous apporte rien, ça ne nous aide pas et nous ne pouvons pas évoluer avec cette mentalité qui n'a qu'une tendance destructrice, déstabilisante, décimatrice et qui ne peut pas nous aider à porter ce projet avec beaucoup plus de conviction. Et donc, on est dans un monde dans lequel tout le monde nous dit que y a plus de femmes que d'hommes, mais à notre grande curiosité, on s'en rend compte qu'il y a des gens dans ce monde entier qui fabriquent des poupées gonflables pour remplacer des femmes ou des hommes dans les lits des personnes. Vous trouvez ça normal? Où est la logique là-dedans? J'ai voulu faire une vidéo parce que j'ai fait un post sur ma page Facebook. Je connais un peu les mentalités de maintenant. Et j'ai mis une écriture. J'ai donné une information écrite. Et je sais que les gens sont capables d'effacer l'information écrite pour laisser la poupée gonflable pour me décrédibiliser. Non, j'ai partagé cette poupée gonflable en disant, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment dans un monde dans lequel on nous parle de déséquilibre humain, de déséquilibre des couples, on est capable de fabriquer des poupées gonflables pour remplacer les êtres humains dans les lits d'autres. C'est-à-dire qu'on vous prive d'un homme ou d'une femme, mais à côté, on vous vend un objet qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'une sorte d'objet taillé que vous mettez grandement dans votre maison et à qui vous parlez et qui ne peut jamais vous répondre. Et même s'il y a une sorte de disque qui fait que vous dites bonjour et vous appuyez sur un disque, vous branchez, mais vous trouvez normal, mais ce monde roule sur la folie. Si papa avait me dit, je suis en colère et moi, je te jure, Karine, je bazarde la partie du monde qui fait ça. Vous croyez que moi, j'irais dire à Dieu non? Non, je dirais pas Dieu, je dirais pas non. Je pourrais lui dire, entre-temps, papa Yahvé, laisse faire, laisse qu'on parle, laisse qu'on insiste pour voir comment les gens vont se conduire. Si tu réalises que les gens ne comprennent pas, alors tu fais ce que tu veux. Je dirais comme ça parce que moi, je ne suis pas contre Dieu. La personne qui est juste dans toute cette histoire, c'est Dieu lui-même.
Donc, c'est son monde. C'est lui qui l'a créé. Donc, à un moment donné, nous devons être en capacité de comprendre cette réalité pour pouvoir construire ce monde qui, vous m'avez dit, l'année 2021, quand je vous avais dit que nous étions entrés dans l'ère du bien, tout le monde a scandé. J'imagine, j'ai encore la vidéo, si vous voulez, je peux la partager. J'ai encore la vidéo. Tout le monde a scandé. Les gens m'ont raconté ce qu'elles m'ont raconté. Mais moi, je suis restée sur une ligne de mire. Sur une ligne, moi, j'ai avancé. Tel que papa avait il m'a dit, bouge pas. Avance comme je te demande. Suis-moi, je te demande. Reste là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai suivi papa Yahvé, aussi bêtement soit-il. Mais pas parce que j'étais ignorante ou que je ne pouvais pas faire comme vous, mais parce que j'ai compris que papa Yahvé avait raison. Et donc, pour cette raison, je suis restée m'accrocher au pan de son manteau pour qu'il porte ce monde vers la direction vers laquelle il va l'amener à bien. Et c'est ça une vérité. Donc, je voulais vraiment vous interpeller sur ce point. Vous qui êtes des dirigeants du monde, vous qui êtes des industriels pour qui tout le royaume céleste s'est battu à mes côtés. Amen. S'est battu à mes côtés pour vous permettre de réindustrialiser vos pays, pour vous permettre de créer une productivité interne, de booster votre économie, de favoriser une émergence au sein même de votre pays, de vos pays, de créer un socle social qui porte votre pays vers la victoire, d'éradiquer des choses inutiles dans vos vies, de porter tous vos projets à bien, de maintenir ce projet, de maintenir ce projet universel que nous construisons et d'apporter une certaine vision nouvelle sur le monde. Est-ce que vous m'avez écouté? Moi, je ne sais pas, mais je le récite. Donc, je pose à vous la question. Pourquoi acceptez-vous dans vos pays qu'il existe des choses pareilles? Vous, les dirigeants du monde, vous voyez très bien dans vos pays, le nombre de sites internet qu'il y a. Site internet de rencontres. Les gens aujourd'hui ne se rencontrent plus dans la vraie vie. Parce que pourquoi? Le socle social est complètement déstabilisé. Avant, les gens se rencontraient dans des cafés, dans des cinés, dans les rues, dans les parcs. Il y avait un vrai mouvement de la vie. Naturellement qu'avec la progression de l'informatique, il y a de nombreux changements qui ont opéré dans le monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à un instant, à un moment donné, je me retiens et je me dis, tout simplement, non, nous devons revoir comment le monde peut fonctionner. Et c'est à ça que je vous appelle. Je ne vous appelle pas à vous focaliser sur des rébellions. Ça, c'est uniquement votre problème. Moi, ce n'est pas le mien. Sincèrement, je vous dis la vérité. C'est pas mon problème. La seule chose à laquelle je vous appelle, c'est une sorte de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'ensemble, faisons ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce que je vous dis. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire qu'à côté de ça, quand vous fabriquez des poupées gonflables, vous importez la fabrication de la destruction de l'innocence dans la vie. Ça veut dire quoi? Je vous explique ce que ça veut dire la fabrication de l'innocence. J'ai évoqué ce sujet et je vais encore réévoquer ce sujet pour que vous puissiez nous comprendre parce que c'est important. Et dit, vous inventer des choses comme une sorte de projet de vie, un business plan de quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous apportez au cœur de la vie des projets comme par exemple un gars qui est célibataire. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il fait du shopping et arrivé, il tombe sur un magasin, il voit une poupée, une bonne image taillée, bien faite avec tout le maquillage d'une femme. Il appuie sur un bouton et dit, le bouton le séduit, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que simplement, l'innocence que cette personne avait avant d'entrer dans ce magasin, comprenez très bien, s'envole. Pourquoi? Parce qu'il découvre quelque chose qu'il n'avait pas à découvrir, qui ne devait même pas exister. C'est ce qu'on appelait importer le mal dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et ça c'est un point ultra important sur lequel je dois vraiment insister. C'est-à-dire que comme vous importez des éléments nouveaux dans le monde qui ne devraient même pas exister, vous pouvez comprendre à quel point il est urgent de revoir notre façon de fonctionner
de comprendre que le monde est à construire, ce n'est pas à détruire. Un monsieur qui se promène, qui fait du shopping parce que il est seul, parce que le système social ne lui permet pas de rencontrer une femme. Avant, dans les villages, les parents, les amis du village organisaient des rencontres quand on voyait qu'il y avait un célibataire. On dirait, oui, tu es resté seul trop longtemps, on va te trouver une femme. Alors, les voisins parlaient aux voisins, les voisins des voisins parlaient aux voisins. Finalement, la personne qui était seule se retrouvait avec plusieurs propositions. Et moi, je trouve que c'était génial, que c'est génial. Et la personne avait le droit de choisir la personne qu'elle veut. Tout à fait, les gens sont libres. Elles ne sont pas obligées de choisir une personne. Elles doivent choisir en fonction de leur propre volonté, de leurs propres envies, de leurs propres attentes. Et c'est ça qui est important. Chaque personne a ses priorités dans la vie. Chaque personne a ses propres besoins. Et la chose la plus concrète dans la vie, c'est de ne pas se mentir. Il faut surtout jamais se tromper dans un choix. Parce que quand on se trompe dans un choix, franchement, on doit le supporter pendant très longtemps. Et ça, je vous rassure, c'est très mauvais de se tromper sur un choix. Donc, quand cette personne qui n'a pas la chance de vivre sur un système social qui fabrique l'émergence de la procréation humaine, se retrouve seul, isolé dans son appart. Ils zappent comme moi, ils zappent les canaux des chaînes de télévision, ainsi de suite. Ils zappent les infos, ils zappent. À un moment donné, dans un ras-le-bol, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il se promène et il tombe sur une poupée gonflable. Mais il achète la poupée gonflable. Il s'endette pour acheter la poupée gonflable parce qu'à côté de la solitude et de l'objet taillé, en fait, il essaye d'acheter quelque chose qui va le satisfaire. Donc, il ramène un truc à la maison complètement déformé, complètement déshumanisé, en fait, objeté. Et il installe ce truc chez lui qui est la faute par excellence. Il installe la faute dans sa maison. Et il vit avec la faute. Et vous voyez que ce n'est pas normal de faire des choses qui ne vont pas dans la société. La destruction de l'innocence. Nous devons préserver justement cette innocence. Ce n'est pas parce qu'on est idiot, mais c'est parce qu'on préserve les nôtres. Il y en a qui nous ont dit que Dieu n'était pas gentil quand il voulait qu'on reste ancré dans une sorte d'innocence personnelle. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu voulait que ça se passe comme ça. C'est parce qu'il voulait préserver notre esprit de la destruction. C'est ça la réalité. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas qu'on sache. Si on a la connaissance pour savoir, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire qu'on peut, et bien même qu'on le fasse. Vous comprenez très bien qu'à un moment donné, l'être humain est animé par la nouveauté. Elle dit que à chaque fois qu'il trouve quelque chose de nouveau, il se dit « Ah, j'hésite. Je ne sais pas si je fais ci, si je fais ça. » Chaque personne a le choix, a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand on voit un monsieur qui se promenait naïvement et qui tombe sur une poupée gonflable, qu'il ramène chez lui, vous pouvez m'expliquer en quoi la poupée gonflable va l'aider au lieu de l'aider à chercher une femme parmi des milliards de célibataires dont vous invoquez dans le monde par rapport à vos propres études, par rapport à vos propres statistiques. C'est à ça que moi j'appelle, à une cohérence, à un raisonnement palpable, à une compréhension à l'objectivité de la compréhension, la mentalité humaine, comment l'être humain fonctionne. L'être humain est happé par cette mentalité successive qui l'oblige à faire n'importe quoi. Quel est le but? Je pose la question, quel est le but? De fabriquer des poupées gonflables et de les installer dans les magasins, de fabriquer des objets sexuels et de les installer dans les magasins au lieu d'aider des gens à créer des rencontres. Je vous explique. La société occidentale, c'est une société qui, de nos jours, est la seule société qui, on dit, crée des rencontres. Mais les rencontres qu'elle crée, en fait, ne sont pas basées sur les réalités. C'est-à-dire que dans les sociétés qui ont été construites autour de la protection de la procréation humaine, en effet, les rencontres se font différemment. C'est-à-dire que aussi bien une femme que chez un homme. C'est-à-dire que quand on a une femme,
moi aussi j'ai des propositions, je les vois, je zappe certaines et voilà, il y a d'autres qui me conviennent pas du tout, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et des choses que je peux faire. Il y a d'autres qui me conviennent vraiment, et c'est autant de choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut ne pas faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que quand on fait une proposition à une femme ou à un homme de rencontrer une autre personne, c'est pas, on n'a pas dit, voilà, c'est qu'on te dit, voilà, on a rencontré une personne qui peut te convenir. Est-ce que tu es d'accord? À partir de là, tu réfléchis. Tu dis, ah, souvent dans les villages, je prends un exemple sur moi-même, ma propre famille, j'avais un tonton à qui on avait proposé plusieurs femmes et il fallait choisir. Bon, il a choisi celle qu'il a choisie, c'est son problème. Maintenant, voilà. Mais tout ce que je vais vous dire, j'ai dit qu'à partir de là, la famille donne aussi son petit avis. Et c'est aussi ça, le fait d'introduire la vision familiale dans l'éducation. La famille n'est pas là pour orner. C'est pas la famille, ce ne sont pas des statuettes, des objets taillés que vous avez créés pour installer dans les maisons. Non, les familles sont là pour donner leur avis, pour donner leur, voilà, apporter leur vision. Et dit, voilà, c'est bon, ou encore, ce n'est pas bon, ou encore, maintient, ou ne maintient pas. C'est ça, la vie de la famille. Et parfois, il faut tenir compte, parce que si parfois, il y a plein de choses qui nous trompent, c'est-à-dire qu'on est affabulé par ci, par ça, par toutes ces choses qui nous confortent, ce qui est normal. C'est-à-dire que moi, je suis une pure démocrate. Quand je dis démocrate, je parle de la démocratie en tant que politique. Donc, moi, je suis une pure démocrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, la démocratie que je revais interpelle ma gratitude intérieure pour accompagner ma pensée vers l'exactitude. C'est-à-dire que je n'aime pas me tromper, parce que je déteste me tromper, je déteste avoir tort, je déteste prendre une décision qui s'avère être néfaste ou incohérente avec ma perception de la vie. Donc, quand on parle de la famille a un œil très important sur les prises de décision. Parce que nos familles nous aiment vraiment. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont là pour nous, qui veulent nous accompagner, qui veulent être là pour nous aider. Mais, quand on rejette la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à votre père, ah oui, non, mais de toutes les façons, moi je fais ce que je veux, voilà, tu n'as pas à prendre de décision à ma place. Il se dit, ok, mais qui vous aime plus que votre père? Qui vous aime plus que votre mère? Qui vous aime plus que votre sœur? On ne dit pas que de laisser la famille s'introduire dans vos vies. Mais on dit simplement que la famille joue un rôle fondamental parce que la famille vous connaît. La famille vous a vu grandir. La famille vous a vu émerger. La famille vous a vu évoluer. Donc la famille ne vous trompera jamais, parce que en réalité, vous, la famille, vous connaît. Et c'est à ça que moi j'appelle, et c'est à ça que voilà, je veux que cette destruction de l'innocence là qu'on inculque dans la vie soit perçue comme une faute grave. Parce que vous incitez des gens, parce que la société est mal gérée, mal coordonnée, mal orientée. On a détruit le pouvoir de la religion, de l'enseignement, la religion. Parce que ce monsieur qui flâne partout à faire du shopping, c'est normal de faire du shopping. L'émergence commerciale, qui peut dire non, économique, qui peut dire non. Mais il aurait aussi pu, au lieu de partir là, aller à l'église, aller dans une église, jouer à un jeu de société, avec un prêtre, parler avec lui ou assister à une mini-conférence. Est-ce qu'il y a trop de prêtres? Est-ce qu'il y a trop de pasteurs pour ouvrir une église toute une journée? Ou les gens peuvent venir rencontrer des prêtres qui, en général, des pasteurs, des imams, des rabbins, des évêques, en fait, tout ce que... Je connais pas d'autres, des moines, des enseignants, comment on peut dire, des apprentis, ou je sais plus, et tout ce corps religieux, qui vient aider les gens à émerger dans la société.
Vous croyez que dans les églises, on ne peut pas trouver, on peut pas créer des mini-conférences comme ça dans la journée? Tu sais, ok, je n'ai rien à faire chez moi, je vais aller à l'église entendre une mini-conférence, entendre la parole de Dieu, mais écouter une mini-conférence sur la vie, sur la famille, sur mon travail, comment me conduire au travail, comment faire et tout, et aussi bien partout. C'est-à-dire que ce soit dans les synagogues, dans les mosquées, en invoquant le nom de Dieu, nous pouvons porter tous les sujets de la société vers l'avant. Et ça, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas de magie. La seule chose qu'il y a, c'est comprendre que c'est exactement ce qu'il faut faire et avancer de cette façon. Et construire le monde avec cette nouvelle vision que nous voulons instaurer dans le monde. Et ça, c'est la réalité. Je ne vous raconte pas d'histoire. Si je n'avais pas la conviction, si je n'avais pas la manifestation du ciel, si je n'aurais jamais fait, je n'aurais jamais dit, c'est parce que c'est vrai et que j'y crois et que je le sais et qu'on a vu les choses comment, on a vu le monde, comment le monde se transforme. Il n'y a pas d'injustice dans le monde, c'est moi qui vous rassure. Il n'y a pas d'injustice dans le monde. À travers le monde, il n'y a pas d'injustice. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, j'expliquais que la destruction de l'innocence est exactement ce qu'il ne faut pas faire du tout. C'est-à-dire que dans un monde dans lequel nous sommes appelés à construire des innocents, à garder des innocents, nous détruisons l'innocence même. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, l'innocence? C'est la partie la plus capitale qui revêt toute la sagesse, toute l'intelligence, qui est capable de mettre au plat sur le plateau humain, sur le sommet humain, toutes sortes de connaissances pour aider le monde vers une véritable construction. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, ah non, mais ne défriche pas la mauvaise herbe dans ton champ, laisse la mauvaise herbe dans ton champ, mais ça ne produira pas. Ou encore, sème la mauvaise herbe dans ton champ, la mauvaise herbe va émerger dans tout le champ, et finalement, il y aura plus de mauvaises herbes que la bonne, les plants destinés à la consommation. C'est ce que nous disons. Et il y a ces associations qui pensent que, en réalité, elles ont la capacité de détruire l'innocence. Mais c'est mauvais. C'est parce qu'elles-mêmes, elles sont dans l'innocence. Qu'est-ce que l'innocence vous a fait? Elles sont dans l'ignorance, pas l'innocence. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont sorties de l'innocence, qui ont refusé de se métamorphoser. Parlons-en. Prenons un peu le cas d'un œuf. Voilà, une poule qui met un œuf au monde. En fait, qui pond. Et elle pond son œuf, qui vient, on ne sait pas d'où. L'œuf a été fabriqué dans son ventre. L'œuf, au début, c'est un liquide. Finalement, ça se transforme en un œuf. Elle pond et finalement, on a un poussin qui finit par éclore. Qu'est-ce qu'on dit? On lui dit, au lieu de couver tes œufs, comme tu as toujours fait, il faut que tu partes chercher des mauvaises fourmis, tu viens mettre à côté. Mais les fourmis vont manger son œuf et elle n'aura pas ses petits. Aussi simple soit-il, un exemple aussi banal soit-il, ça c'est la vérité. La destruction de l'innocence. Or, si elle fait comme ça devrait se passer, comme ça a toujours existé, comme ça s'est toujours fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pondre ses œufs, elle va couver, les œufs vont éclore et elle aura ses poussins et elle va continuer l'émergence de sa race. C'est comme ça, c'est à ça qu'on appelle l'innocence. Ce n'est pas en inculquant à quelqu'un la destruction même de l'innocence que nous sommes capables de créer quelque chose de favorable. C'est impossible. Et dans un monde dans lequel on a vu le cataclysme qui s'est greffé sur cette destruction de l'innocence, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, bon, quand les êtres humains grandissent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des ressentis comme ça, ils ont de l'affection pour des gens, des ressentis comme ça pour des personnes. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, non, mais à partir de là, il faut plutôt que tu cherches un enfant. Mais tu te dis, mais pourquoi? Mais moi, je suis... Non, moi, je suis une adulte, moi. J'ai besoin d'un adulte. C'est ce qu'il me faut. On te dit, va coucher avec ton enfant. On te détruit cette innocence innée qui est en toi. Parce qu'en réalité, toi, tu vois ton enfant comme quelqu'un que tu dois protéger, que tu dois continuer de protéger.
En fait, lui, l'enfant, il n'est pas destiné à subir l'agression qu'un bourreau lui inflige. L'enfant, c'est l'enfant. C'est-à-dire que ces gens, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu as des seins ou des pectoraux, tu prends un couteau et tu te mets à couper. Tu dis, ouais non, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour rester à l'endroit où ça doit rester, c'est tout. Tu laisses là où c'est, parce que ça a un rôle à jouer. Donc, on te dit, détruis ton enfant. Et tu te mets à détruire ton enfant. Mais tu détruis son innocence. L'enfant grandit avec une certaine orientation sexuelle qui est innée, en fait qui n'est pas innée, mais qui est fabriquée à partir de la destruction de l'innocence. Et cet enfant en grandissant fait quoi? En fait, il se décide de devenir, de connaître, d'émerger par rapport à ce qu'on lui a appris quand il était petit, parce que pour lui, c'est ça la vérité. Et comme c'est un sujet qui est souvent tabou, on ne discute pas en société, ou aujourd'hui, dans les associations religieuses, on n'explique pas aux enfants, vous ne devez pas faire ça, ce n'est pas normal, n'acceptez jamais. Ou dans l'éducation, on ne trouve pas ça comme un scandale. Moi, je n'aurais jamais pu évoquer, je n'ai jamais entendu ça en grandissant. Mais ce n'est pas parce que les adultes peut-être n'ont pas entendu, mais parce qu'on chasse tout ce qui va nuire. On chasse tout ce qui nuit autour de nous. Et nous restons avec ce qui est capable de permettre la construction. C'est ça une réalité et que nous devons être en capacité de comprendre. Ce n'est pas parce que les gens ont peur, ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas se jeter dans l'animosité et faire n'importe quoi. Non, mais c'est tout simplement parce que il faut rejeter tout ce qui peut nous nuire et garder ce qui est utile à nos vies. Et c'est ça qui est important et que nous devrions réussir à comprendre. La destruction de l'innocence est une des fautes les plus pires que l'être humain n'ait commis jusqu'à ce jour. Parce que ce n'est pas parce qu'on est innocent qu'on n'est pas intelligent. Tout au contraire. Le temps où on amène le mal dans le corps d'un être humain, le temps qu'on amène tout ça dans le corps d'un être humain, c'est un espace d'intelligence qu'on réduit en lui. C'est-à-dire que le temps que vous passez à dire « Ah oui, nous allons penser au mal », non, c'est le temps que vous perdez pour faire travailler votre intelligence, pour évoluer positivement. Finalement, l'intelligence vous aide et finalement, ce mal vous détruit. Et c'est à ça qu'on appelle à dire « Arrêtez de vous plaindre du nom de Dieu ». De dire « Dieu a fait ci, Dieu a fait cela », il ne faut pas vous plaindre du nom de Dieu. Il faut simplement parvenir à poser une réaction humaine, logique, normale à votre façon de réagir. Et c'est à ça que nous appelons la destruction de l'innocence n'a pas de place dans la vie, n'a pas de raison d'être. On détruit des enfants. En grandissant, qu'est-ce qu'on fait? On crée la violence dans les enfants. Par les incestes, on brutalise un enfant. On détruit un enfant, on viole un enfant. Quand on pense aux incestes qui sont aujourd'hui décriés. En 2021, quand nous avons commencé à évoquer la question de l'inceste, c'est une question qui était presque taboue. Ouais, des gens qui avaient l'inceste était protégé. Dieu m'a dit, Karine, continue, parle, ne te tais pas, parle. On est avec toi, on t'accompagne, ne te tais pas. Aujourd'hui, les langues se sont déliées. Je connais la prise de conscience des gens. Il y a plein de gens qui ont pris conscience, qui se sont dit, il y a quand même des choses qu'on a fait qui ne sont pas normales. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cru que, voilà, c'est une forme, c'est une façon de faire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous ai pas engueulé, je vous parle comme ça. Et je ne peux pas déformer mon message pour vous faire plaisir. Ce n'est pas possible. Vous pensez que si j'avais déformé ce message pour vous faire plaisir, c'est-à-dire pour vous caresser dans le sens du poil, vous aurez compris? Non, c'est parce qu'avec la même véhémence, avec la même réalité, la même pertinence, j'ai parlé avec force, conviction et je vous ai appelé à comprendre ce que je vous disais. Et c'est comme ça que vous êtes parvenu à assimiler le peu que vous avez assimilé. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal, vous ne pouvez pas tout comprendre. Petit à petit, on arrive à construire des choses exceptionnelles et c'est ça qu'on veut. Et on fait de grandes choses ensemble. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est simplement pour vous dire que la destruction de l'innocence, c'est quelque chose d'illogique. Moi, je suis en face de vous aujourd'hui. Je
Je connais un tas de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire que je connais? Je peux les citer. Je connais la diplomatie, je connais l'économie, je connais la finance, je connais toutes sortes de rouages politiques, sociales, sociopolitiques, économiques. Je connais Je connais le socle social, comment il se construit. Je comprends les fondations du monde. Aujourd'hui, je peux même créer, moi je suis capable de gérer ce monde et de mettre en place des stratégies de réussite qui dans n'importe quel espace du monde, apporte une satisfaction générationnelle. Quand on dit générationnelle, sur des générations en génération, et Papa avec notre Dieu me donnera cette force d'y parvenir. Alors, quand on parle de ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Quelle a été ma réaction? Quand vous m'avez dit, tu vas te détruire, il faut absolument que tu fasses ce qui n'est pas bon. Tu vas commencer à coucher avec ton enfant. Moi, je vous ai dit, moi, Karine, non, mais oh, quoi? Vous êtes complètement malade. Moi, je n'ai pas accouché mon enfant pour le détruire. J'ai accouché mon enfant pour le protéger en tant que mère. Je me vois mal de prendre un lapin quand il est né. J'ai arrêté de manger du lapin. Quand j'ai tenu mon fils dans mes bras, avant, je faisais du civet au lapin. Souvent, je faisais, moi, vous savez, j'ai un diplôme de charcutier traiteur, donc j'ai appris à faire des pâtés au lapin, du civet au lapin, du lapin au vin, ainsi de suite, comme vous voulez. Je connais un tas de recettes avec le lapin. Quand mon fils est né, je l'ai regardé. Il n'y avait pas de différence entre un lapin et un enfant. Et je me suis dit, non, mais je ne mange plus de lapin, c'est fini. Moi, vraiment... Cet enfant, je peux plus. Ça fait 17 ans et bientôt 18 ans que je n'ai pas mangé la viande de lapin. Pourquoi? Parce que c'est normal. Parce que oui, parce que quand mon enfant est né, j'ai regardé, je me suis dit, je mange l'enfant de quelqu'un d'autre. Que je manger le lapin, c'était comme si je mangeais mon enfant. J'ai senti quelque chose en moi qui me disait, ne fais pas ça, ne mange plus de lapin. Et je n'ai plus mangé. Quand vous m'avez dit ça, j'ai dit, mais non, pourquoi je dois faire ça? Dans mon corps, au lieu de l'acceptation de tous les millions que vous m'avez proposés, vous imaginez toutes les propositions que vous m'avez faites, tous les billets que vous m'avez proposés, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de sens. L'argent dedans ne peut pas intervenir. C'est une question de bon sens, de réalité. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas de l'argent. C'est pas parce que je n'étais pas dans le besoin, naturellement que je suis dans le besoin comme n'importe quelle personne qui n'aimerait pas avoir une maison sur l'avenue des Champs-Élysées. Qui n'aimerait pas? Tout le monde. Tu sors de ta maison, tu es sur l'avenue des Champs-Élysées avec une maison. Tu sors d'une maison, mais tu as déjà vu ça où? En fait, si, ça existe, mais c'est un rêve. C'est un rêve. On te demande, tu vis où? Tu dis, je vis sur l'avenue des Champs-Élysées. À quel étage? Tu dis, non, j'ai pas d'étage, j'ai une maison. Mais c'est impressionnant. Mais il ne s'agit pas de ça. Ça, ce sont des rêves qu'on inculque personnellement, individuellement, qui amènent notre satisfaction, notre ego à se conforter. Mais en même temps, est-ce que le véritable problème est résolu? Il reste le véritable problème. C'est ça qui est réel. C'est ça ma vision. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'argent, mais moi j'adore l'argent. J'aime dépenser, j'aime faire du shopping. Moi, si on me met faire du shopping, j'en suis sûre qu'il n'y a pas une nana au monde qui aime faire du shopping comme moi. Je vais dévaliser les magasins. J'adore la beauté. J'adore ce qui est beau. J'adore l'incarnation de la beauté. J'aime être belle. Mais si je dois être belle au profit de tous ces enfants qui vont se faire violer, qui vont se faire détruire, qu'un père va inviter dans une chambre comme une sorte de prostituée qu'il a mis au monde et qui, dans un élan de haine, dans un élan de destruction, va violer un enfant comme si il était en train de violer, de coucher avec un adulte. Alors que moi, je suis dans une maison sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous croyez que c'est ça le but de la vie? Et que cet enfant ne sera pas seul? Et que ça va continuer? Et que ça continuera encore? Et que des enfants seront quelque part dans le monde en train d'hurler, de crier la détresse, d'être détruits?
qui auraient des enfants qui naissent pour vendre la drogue, qui auraient des enfants qui naissent pour devenir des manipulateurs et des manipulatrices. Alors que moi, Karine, je suis dans une maison et je me conforte dans une belle voiture. Ça, c'est justement pour ça que je vous avais dit non. Non pas parce que je n'aime pas toutes ces choses, mais parce que le fait même de maintenir l'innocence nous conduit sur la véritable voie qui est la nôtre. Ça nous porte vers une élévation qui est extrême, qui nous dépasse, qui dépasse la mesure de nos attentes. C'est ça la réalité. Parce que quand on chemine comme ça, quand on pense au bien-être humain, quand on construit la préservation de l'innocence, on porte un monde vers l'élévation, on change le cours du monde, on change le destin du monde, on amène la lumière dans le monde, on devient ce qu'on appelle le riz du monde, là, on devient l'incarnation même de la vérité. Ce n'est pas parce que je n'aime pas d'argent. Allez parler aux personnes qui me connaissent, qui m'ont vu au travail, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé. Ils vont te dire, on n'a jamais vu quelqu'un chercher de l'argent comme Karine. Autant de pertinence elle apporte à toutes les vidéos qu'elle fait, autant au travail. Quand Karine vient au travail, c'est pour faire du chiffre. Et c'est la vérité. Quand je viens au travail, c'est pour faire du chiffre. Je ne travaille pas pour ne pas gagner de l'argent. Je travaille pour gagner de l'argent. Je suis une personne qui aime le challenge. Je vous jure que j'aime tellement le challenge que je gagnerai tellement, je gagnerai. Mais j'aimerais gagner encore et encore parce que je suis née comme ça avec cette envie de gagner. Pas parce que je vais détruire des gens, mais parce que je vais travailler, apporter le meilleur de moi dans cette innocence que je porte. J'ai refusé de détruire mon innocence parce qu'en ce moment-là, j'ai compris, non seulement par ma grande foi que j'ai en Dieu, mais je me suis dit, mais ça ne peut rien apporter au monde. Papa Yahvé ne nous a pas dit de faire ça. Et j'ai eu la chance d'avoir la loi, de connaître la loi de Dieu et de dire la loi de Dieu, c'est exactement ce que je dois faire. Et je vous appelle à ça, à mettre en pratique la loi. La loi existe dans tous les livres de Moïse. Tous les livres que le prophète Moïse a écrits, soit le livre de la Genèse, de l'Exode, des Lévitiques, du Nombre et des Deutéronomes, si vous allez sur ce livre-là, dans ces livres, vous allez lire mot par mot, page par page, peu importe votre avis, mais quand vous allez sortir de là, vous allez voir les lois de Dieu. Si un jour j'ai le temps, je vais tous les énumérer. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait. Je les ai déjà vus. Et je vais essayer de regarder et publier si je peux. Si je trouve, et je dirais vraiment un grand merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps d'énumérer toutes ces lois et les mettre sur Internet, c'est parce que moi, je connais ces lois et à un moment donné, je me suis dit, il faut préserver cette innocence. Moi, j'ai dit non. On m'a dit, oui, mais si tu ne veux pas faire ça, il faut que tu entres dans l'adultère. J'ai dit non. Pourquoi je vais être dans l'adultère? Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. J'ai dit non. On m'a dit, ok, tu dois convoiter. J'ai dit non. Je ne convoite pas parce que Dieu a dit non. Ouais, tu ne dois pas voler, je ne vole pas. Tu ne feras pas de faux témoignage, alors je ne fais pas de faux témoignage. Combien de fois j'ai douté de ce message divin? Je restais, je disais, ouais, d'accord, ouais, on me dit ça, mais bon, est-ce que c'est sûr? Ainsi de suite. Mais papa avait insisté jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis parvenue à comprendre. Il a ouvert mes yeux et j'ai compris. Donc, quand on parle de tout ça, c'est une façon, pas pour vous détruire, pas pour vous détester, mais pour que vous puissiez revenir sur la bonne voie, pour que vous puissiez comprendre que la destruction de l'innocence n'est pas une façon, n'est pas à votre avantage, mais c'est tout simplement à votre encontre. C'est contre vous. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire « nous allons détruire une innocence » parce que vous avez envie de le faire. Ça n'a aucun sens. Ça ne porte aucune logique. Ça ne revêt aucune grandeur. Parce que quand vous sortez dans la rue, vous êtes comme vous êtes et vous venez de violer un enfant. Qu'est-ce que ça vous apporte? En ce moment, il y a de nombreuses personnes qui l'ont fait parce que elles étaient ancrées sur leur vie, parce qu'elles étaient dans la désespérance, parce qu'elles ne savaient pas quoi faire, parce qu'elles étaient face à une situation chaotique, parce que, voilà, parfois leur vie était en danger. Ces personnes se sont dit, on sauve leur vie, on sauve notre vie. C'est vrai, c'est l'innocence. À un moment donné, il faut dire non.
Il faut dire non à la fatalité. Il faut dire non aux personnes qui ne veulent pas évoluer. Il faut dire non aux gens qui n'ont pas envie de faire ce qu'il faut faire. Donc, à un moment donné, il faut être en capacité que nous tous, que nous puissions porter nos voix et dire, mais on ne fait plus ça. On a besoin de construire un monde. On n'a pas besoin de le détruire. La destruction de l'innocence, c'est quoi? C'est la fabrication, la multiplication des prisons que vous êtes en train de faire. De plus en plus, il y a des prisons. Pourquoi? Parce que vous détruisez cette innocence qui retient l'être humain de la faute. Vous créez la faute au cœur du monde en disant, oui, on a le droit de tout faire. On peut faire tout ce qu'on veut. On a envie de faire ceci, cela. Mais à un moment donné, Dieu vous dit, mais ok, c'est très bien. Mais ça vous apporte quoi quand vous faites tout cela? Alors que, en réalité, vous pouvez faire ce qu'il faut. Tout simplement. Dieu vous pose la question de savoir à quoi ça vous aide en quoi? En rien du tout. Ça dit que vous multipliez les prisons, vous multipliez les malheureux, vous multipliez des pays pauvres. Vous faites tout ça, ça vous sert à quoi? À rien. L'autre jour, papa avait me parlé de l'argent en tant que liquidité au cœur du monde. Il me disait, papa avait notre Dieu, il me disait, mais je te pose une question. L'argent, c'est un bout de papier. Vous prenez l'argent, vous prenez un bout de papier normal, c'est-à-dire on imprime des papiers. L'argent peut devenir un papier qu'on imprime. Tu vas au magasin, tu dis, bon, moi je vais prendre les coupures de ton nombre d'euros, tu achètes un lot de papier, tu arrives chez toi, tu écris des numéros, tu vends, il suffit de conventionner. Tu vas acheter, il suffit de conventionner. Il suffit de dire à partir de maintenant, l'argent c'est un papier, l'argent devient un papier. Dieu nous a donné cette force de prendre des décisions et nous prenons des décisions justes pour le monde. Donc, et papa avec notre Dieu nous bénit quand nous pensons faire ce qui est bon pour le monde et non pas pour nous-mêmes, mais pour ce qui est bon pour le monde. Alors papa avec notre Dieu dit d'accord, si c'est ce que tu veux, alors moi aussi je le veux. Quand on n'est pas dans l'égoïsme, quand on n'est pas centré sur notre bien-être, c'est-à-dire on me dit... bon, écoute, si tu couches avec telle personne, si tu commets des fautes, on te donne l'argent de façon à acheter une maison sur les Champs-Élysées. Moi, je dis non. Je préfère changer les mentalités. Combien de personnes aujourd'hui portent ce message divin? Regardez notre monde. Regardez-le. Regardez-le, il avance, il progresse. C'est compliqué. Compte tenu de la situation de notre monde, de la façon qu'on a trouvé. Mais nous progressons. Vous êtes devenus de plus en plus intelligents. Vous êtes devenus de plus en plus sages. Vous êtes devenus de plus en plus forts spirituellement. Vous êtes devenus de plus en plus des personnes qui avaient envie de bien faire. Pourquoi? Parce qu'une personne, parce que moi, la petite Karine, j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire ça. Parce que Dieu existe. Parce que papa avait notre Dieu nous a tout donné. Je vous ai dit, on ne peut pas accepter la destruction de l'innocence. Ça n'a pas de sens. Construisons. Ce n'est pas la destruction de l'innocence, c'est la destruction de la lumière que nous portons en nous. Parce qu'en réalité, il suffit de ne pas dire innocence, mais de dire lumière. Parce que quand vous avez un corps sain, vous dites, oh, je suis dans un état normal, je vais commencer à me droguer, à prendre des boissons alcoolisées, à faire ceci, cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez votre état normal. Vous vous éméchez. Vous devenez quelque chose que vous ne devriez pas être. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que vous êtes fou, c'est parce que vous êtes idiot, ou parce que vous êtes des gens insensés, mais parce que vous ne saviez pas. Et qu'on tient compte de cette réalité. Parce que, vous savez, il y a des gens dans ce monde, quand elles perdent quelque chose, en fait, elles passent leur temps à pleurer, à dire, ah oui, non, mais c'est parce qu'on a perdu, c'est parce qu'on a fait ceci, c'est parce qu'on a fait cela, on n'aurait pas dû. D'accord, très bien, on comprend. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre une chose, c'est que Dieu nous laisse le temps de bien faire, de faire ce qu'il faut, d'être là. Et quand Papa avec notre Dieu nous interpelle, il nous interpelle par rapport à un jugement qui est juste. Voilà, un jugement. Hein, vous voyez, quand on est face à une situation, Dieu juge, il regarde, il pèse le pour et le contre. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu regarde. Moi, je dis à Papa Yahvé, là où tu vas me mettre, là, le projet qui s'ouvre devant moi, moi, je suis le projet. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu met à notre service, il met le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et qu'est-ce que font les gens? Les gens jettent. Moi, je ne jette pas. Moi, je prends. Je dis à Dieu, j'accepte. Si c'est ce que tu veux pour moi, alors je me courbe devant toi, devant tout le royaume céleste, et je dis à Papa Yahvé, merci. Et je dis merci.
Je ne peux pas me contenter de dire, ah oui, non, mais puisque Papa Yahvé est avec moi et que je pleure, il n'est pas content quand je pleure, il est toujours avec moi, il n'aime pas quand je souffre. Alors je fais, moi je suis pas capricieuse, je connais qui est Papa Yahvé, moi je le connais. Je connais ses limites, je connais jusqu'où il peut aller. Je connais ce qu'il est capable de faire. Donc moi je suis pas comme les gens, je suis pas comme vous qui ne le connaissez pas. Moi je le connais. Il est patient jusqu'à un niveau. Il s'énerve, il me dit, regarde, tu vois un monde dans lequel on est en train de me dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Regarde, vous fabriquez des objets taillés, des poupées gonflables. Tu trouves normal ce que tu me dis? Je dis, Papa Yahvé, je t'en supplie, fais pas ça, te fâche pas de moi. Entends, écoute ma voix. Je t'en prie, écoute-moi. Réponds-moi. Vous voyez, c'est ça la réalité. Moi, je suis quelqu'un de très humble. Oui, ça peut paraître comme ça, que je sois... On dit, oui, Karine est orgueilleuse. Combien de personnes me l'ont dit? Mais ces personnes ne me connaissent pas. Vous savez pourquoi on dit que je suis orgueilleuse? Parce que moi, je suis quelqu'un de très accompli. Je suis quelqu'un de complet. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je suis quelqu'un, voilà, je suis moi-même. Il y a des choses que je fais, d'autres que je ne fais pas. Du coup, ça apporte en moi quoi? Une sorte de grandeur, une sorte de fierté qui est innée en moi. Et les gens qui se détruisent, qui font, me voient comme une sorte de menace. Comme une personne qui est gonflée. Non, pas du tout. C'est ma façon de réagir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un dans le ciel se tenir. Mais une beauté, mais d'une beauté. La beauté, je vous jure, quand vous regardez, moi, ce buste humain que j'ai vu dans le ciel, il n'y a aucune beauté dans le monde capable de dépasser celle-là. C'est une magnificence. J'avais regardé et je me suis dit, waouh! Je ne savais pas qu'on pouvait être aussi beau et aussi incandescent. Vous pouvez imaginer à quel point... Donc, quand on regarde des gens, c'est parce que ce sont des gens qui sont purs. C'est parce que ce sont des gens qui portent leur buste vers le haut et qui se disent, nous portons la grandeur, nous revêtons la grandeur. Imaginez des gens qui se disent, on a de l'argent, on a ceci. Regardez-les comment ils font. Ils sont... Quand on les regarde, ce sont des gens des moutons qui broutent. Ce sont des gens qui font n'importe quoi, qui sont dans la vie, qui se cherchent, qui se lancent par-ci, par-là. Non. On va step by step. On arrive à faire ce qu'on fait. Moi, je vous dis la vérité, quand moi je m'en vais au travail, j'arrive le matin, je dis, ok, moi c'est ce que j'ai envie de faire, d'accomplir. Il arrivait des moments où j'arrivais au travail le matin et je disais à mes collègues, ce chiffre d'affaires, nous le ferons aujourd'hui. Et alors... Le soir, on avait fait ce chiffre d'affaires-là. Et mes collègues me disaient, comment tu fais? Je disais, parce que je suis intéressée à mon travail. Parce que je connais les tendances du marché. Parce que je sais un peu comment les mouvements se passent. Et par rapport aux périodes, je sens si ça vient ou si ça ne vient pas. Donc, vous voyez, ça c'est une réalité. Et moi, je vous appelle à ça. Mon discours peut être long, barbant, mais il n'est pas long. Ce que je dis a un sens. Mais ce que je dis a une réalité. Mon discours, c'est un discours de construction. C'est-à-dire que vous vous dites... Quand on a parlé l'autre jour de la présence de la liquidité, de l'argent au sein de la société, naturellement, on a interpellé l'Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui se pose des questions. Mais on interpelle le monde. On dit, mais pourquoi les gens s'entretuent dans le monde? Imprimer l'argent, c'est tout. Un gouvernement a besoin d'argent pour un projet. Au lieu d'endetter son peuple, de dire vous allez payer des impôts, on va me dire Karine, le système économique ne marche pas comme ça, mais on peut l'équilibrer. Parce que finalement, là, le gouvernement utilise l'argent pour faire quoi? Pour payer la population. La population paye déjà les impôts. L'impôt sur le revenu. Donc, quand la population paye l'impôt sur le revenu, l'argent que le gouvernement, c'est-à-dire que ça encore nous appelons l'effet de la jauge. On a un gouvernement voilà, qui a un certain montant. Il gère un certain budget. Avec ce budget-là, il paye la population. Mais l'argent que le gouvernement donne, c'est pour ça que les gouvernements sont pauvres à travers le monde et nous devons prendre conscience de cette réalité. Le gouvernement utilise son budget pour faire quoi? Parce que, en réalité, quand nous avions dit, dans le livre, le 3e livre que j'écris, on n'a pas encore décidé du titre. On a vu des gens qui ont presque pris le titre. On voulait l'appeler
dictionnaire des comportements universels, on a un dictionnaire de quelque chose qui vient de paraître sur le marché, ça c'est pas un problème, on va trouver un autre nom et un nom qui sera beaucoup plus en adéquation, qui sera en adéquation avec on peut appeler comme on veut, on peut appeler guide ou feuille de route ou encore peu importe, on va trouver un nom. Mais quand on a dit dans ce livre qu'en général les gouvernements, c'était tous les gouvernements du monde sont les personnes les plus pauvres. Pourquoi? Parce que je vous explique. Au cœur d'un système économique, l'argent qu'a l'État, surtout un État qui n'investit pas, qui n'a pas des actifs dans la plupart des sociétés, au sein de son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il a un budget à gérer. C'est-à-dire quoi? Son budget est déterminé par la population qui paye les impôts, l'impôt sur le revenu, qui cotise pour les retraites, ainsi de suite. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cet argent, le budget qui est mis à son service, c'est-à-dire que, en fait, il quémande. Le gouvernement quémande auprès de la population. Il utilise cet argent pour faire quoi? Pour réparer les infrastructures, pour payer les fonctionnaires, pour lui-même fonctionner, pour, je sais pas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État se retrouve appauvri. Mais c'est normal. C'est l'effet de la jauge qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'il a un budget et il dépense plus qu'il ne reçoit. Les recettes sont inférieures aux dépenses. Parce que, imaginez, une seule personne paye, allez, je vais dire sur une année, sur un salaire, les gens payent entre je sais pas, entre un certain pourcentage. Je ne veux pas être influencé, peu importe. Disons que les gens payent un certain pourcentage sur leur revenu pour cotiser. On a, sur le revenu qu'ils ont, imaginons que dans un pays, il y a un certain nombre de fonctionnaires. Ces fonctionnaires sont payés par l'État. Ils sont payés par l'État. Écoutez très bien ce qui se passe. Ils sont payés par l'État. L'État leur donne beaucoup d'argent. Et sur ce beaucoup d'argent, ils sortaient un peu pour cotiser. Ils sortaient un peu pour cotiser. Et donc, quand ils sortent un peu pour cotiser, l'État qui a... Non, mais c'est juste un truc. C'est-à-dire que c'est marrant quand même. C'est vraiment marrant. C'est-à-dire que l'État qui a un peu, qui donne beaucoup et reçoit un peu, en fait, se contente du peu qu'on lui donne. Et il part dans le secteur privé. En fait, il émerge dans le secteur privé et il s'en va pour chercher d'autres, pour appeler d'autres financements. Et le peu que le peuple lui donne, en fait, il cotise et il se crée un petit budget. Alors, dans mon budget, moi-même, je fonctionne, moi-même, j'apporte, ainsi de suite. Et finalement, il se retrouve toujours sans argent. Et tout le monde se plaint. Oui, l'État ne paye pas les salaires. Oui, mais c'est normal. Il est pauvre, l'État. Ça ne devrait pas se passer comme ça. L'État devrait avoir plus de moyens que n'importe qui. L'État devrait être capable de se dire, voilà mon budget. Voilà ce que j'ai. J'ai besoin de tant de budget pour fonctionner. Pour payer mes fonctionnaires, pour gérer mon pays. Il faut, et on dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un bilan économique, un bilan financier dans les États, mais pour parer à toutes ces guerres qu'on rencontre. L'argent est imprimé dans les usines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Au bout, on dit tous les 9 ans, par exemple, on imprime de l'argent pour mettre au service des gouvernements, pour qu'ils puissent supporter leurs dépenses. Et à partir de là, ils peuvent payer, ils peuvent supporter tous les frais dans leur pays. C'est la réalité. Et ça, c'est une évidence économique dont vous ne pouvez même pas changer. Vous ne pouvez rien faire parce que c'est une réalité. Et que fait l'État? Ça dit que l'État, il fonctionne. Et au bout de 9 ans, il fait son bilan. Il se dit, ok, voilà tout ce que j'ai donné au peuple. À partir de là, si l'État fonctionne comme ça, il est capable de rééquilibrer ses dépenses. Qui devient de plus en plus riche? Ce n'est pas l'État. Parce qu'en fait, on est sur un effet de la jauge qui n'est pas à l'avantage de l'État. C'est-à-dire que l'État, tous les jours, en fait, voit son argent partir à la population, alors que lui-même, il a besoin de cet argent. Et donc, au bout, vous allez voir
qu'au bout d'un certain temps, l'État se retrouvera toujours déficitaire. Pourquoi? Parce qu'il utilise son argent, sauf s'il a un montant, même s'il a un montant colossal, il ne peut pas le rééquilibrer. Et l'État se retrouve toujours déficitaire. Pour une raison simple, c'est que c'est la vérité. Ça, c'est une réalité économique, financière, dont personne ne peut déroger. Et dans un monde où il y a les guerres, où on a des pays dans lesquels les gens en ont marre de payer pour les impôts, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'État s'appauvrit. Parce qu'il y a un système économique qui dit oui, oui, non, mais il faut que tu payes. Il faut absolument payer, ainsi de suite. Non! À un moment donné, il faut réussir à comprendre que l'État a besoin de fonctionner. L'État a besoin des moyens possibles. Imaginons qu'au lieu que Papa Yahvé ait tous les pouvoirs qu'il a, qu'un jour, que c'était le monde qui devait lui donner un peu de gouttes de pluie. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu que Papa Yahvé déverse la pluie sur le monde, c'est le monde qui devait dire oui, bon, on te donne un peu de pluie. À un moment donné, il n'y aurait pas suffisamment de pluie. Et en plus, il y aurait des contestations. Pour qu'il n'y ait pas de contestation, Papa Yahvé, il a toute la pluie qu'il faut pour déverser sur le monde. Et le monde en profite. C'est exactement ce que nous devons comprendre sur cet effet de la jauge qui nous permet de ne pas ignorer les réalités économiques et financières dans le monde. Et on interpelle à la vigilance, à la sagesse. Et comment est-ce que je suis parvenue à comprendre ça? Est-ce que je suis allée dans une de ces grandes écoles? Non! C'est Papa Yahvé qui me les a enseignés. Il m'a enseigné ça. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je recherche la lumière. Parce que je recherche à préserver cette élévation innée que chaque personne porte en soi. Parce que j'ai dit non à la fatalité. Et donc, je suis restée marcher sur la voie de Dieu. Je sais pas, parfois je vous dis, j'ai tellement souffert que je me suis allongée par terre. Comme ça, je sais pas, et j'ai dit à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Papa Yahvé m'a dit, lève-toi, je vais te soutenir. Je veux t'aider à te remettre sur pied et je te récompenserai. Je vous rassure que quand je pense à cette souffrance-là, j'ai encore envie de pleurer tellement cette souffrance était vive. Et dans la nuit, je rêvais des gens qui venaient me dire, est-ce que tu veux lui donner ton âme? Est-ce que tu ne veux pas lui mourir pour lui? Je disais, je ne donnerai ma vie pour rien. Je sens que c'est ma vie qui est impactée. Je ne ferai pas. Je suis restée là, je me suis accrochée au pan du manteau de Papa Yahvé. J'ai dit, Papa Yahvé, entends ma voix, entends ma voix. Et notre Dieu, aujourd'hui, ce que vous bénéficiez là, c'est une sorte de c'est une récompense, c'est pas une sorte. Et donc le projet humain que je porte aujourd'hui, c'est encore une réponse à mes prières devant Dieu. C'est encore une logique où Papa Yahvé, je dis à Papa Yahvé, entends-moi. Et Dieu se dit, mais cet enfant, elle est passée à côté de la faute dont personne ne lutte contre. Moi, je me suis tenue là. J'ai dit, au lieu de décevoir Dieu, que Papa Yahvé, notre Dieu, fasse comme il veut. Et je me suis tenue là. J'ai supporté, j'ai accepté. Je suis restée là, accrochée à la volonté divine. Et c'est ça qu'il faut faire. Pas parce qu'on est rebelle, mais parce qu'on doit faire ce qu'il faut faire. La destruction de l'innocence dans le monde ne permet que d'apporter des problèmes sur nous. On voit des gens qui aujourd'hui ne peuvent même pas se regarder dans un miroir. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, oh non mais... en fait, elles ont simplement, comment dire, elles se sont détruites. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, je vous appelle à une conviction personnelle, à comprendre que nous pouvons arrêter de créer des coupables et garder des innocents. Il y a des sujets chez moi qu'on n'abordait jamais. Moi, j'ai grandi sans entendre parler de certains sujets. Il y a des sujets que quand j'évoquais dans ma maison, ma mère, elle me mettait dehors. Elle me disait, tu sors, dans ma maison, tu n'évoques pas ce genre de sujet. Pourquoi? Parce qu'elle voulait nous préserver. Et j'appelle à ça. Et il y a des sujets qu'on abordait, quand on pose une question profonde, elle nous répondait. Ma mère, c'était une personne, et paix à son âme, qui s'était démarquée d'autres mamans. Parce que ma maman, en fait, c'était cette personne qui répondait toujours à nos questions. Quand on lui posait une question, elle répondait à nos questions sans jamais déroger. Et c'est ça qui a fait vraiment la différence entre maman et d'autres personnes. Et d'autres mamans.
Et c'est pour ça que j'avais été très très fière d'avoir maman comme mère. Parce que maman, c'était cette maman-là qui nous comprenait, qui savait exactement répondre à nos besoins, à nos attentes. On lui posait n'importe quelle question, elle nous répondait comme elle pouvait, avec un langage très aménagé, très respectable, très respecté. Et elle réussissait à nous répondre. Il arrivait des moments où j'allais quelque part avec maman, elle me disait on ne prend pas de taxi, on va à pied. Et quand on allait à pied, elle abordait des sujets dont elle voulait qu'on parle, qu'on évoque. Et on évoquait ces sujets, on s'arrêtait, on achetait des cacahuètes au bord de la rue, on s'arrêtait, on s'asseyait, on buvait quelque chose, on avançait, on allait faire nos courses et on parlait ensemble, on prenait du temps ensemble. Bon, moi j'étais une enfant beaucoup plus facile à gérer que d'autres enfants parce que moi je n'étais pas compliquée du tout. Moi non, je n'étais pas compliquée, Peut-être j'ai été compliquée un peu à mon adolescence, mais j'aimais tellement maman si bien que c'est l'amour que j'éprouvais pour elle, voilà, j'avais envie de lui simplifier la vie, tout simplement. J'avais envie, qu'elle soit heureuse, c'est tout. Je l'écoutais, je l'écoutais pour lui simplifier la vie parce que je l'avais vu trop souffrir. Et souffrir pourquoi? Au sein d'un monde qui crée des coupables. Parce que quand on ne peut pas faire autrement, quand les gens ne peuvent pas faire autrement, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent des coupables. Elles s'immiscent dans des choses qu'il ne faut pas. Et la société doit être en capacité d'éradiquer cela. Parce que quand on parle des États, on dit imprime l'argent, imprime la quantité que tu veux sur un nombre d'années. Fais ton bilan, on ne te dit pas de dépenser n'importe comment. Et à partir de là, allez me dire que vous allez faire les guerres. Pourquoi vous allez faire les guerres? L'État a l'argent pour acheter. Les États ont de l'argent pour échanger, pour acheter d'un pays à un autre. Il n'y a pas de problème pour vivre. Les personnes peuvent vivre en paix. Les échanges commerciaux peuvent émerger. Quel est cet esclavage qu'on a mis dans le monde pour nous permettre de passer notre temps à souffrir? C'est exactement ça. C'est que l'être humain, en voulant émisser le mal dans le monde, a même oublié de vivre. A même oublié de lui-même exister. Et que lui est devenu l'esclave de la vie. C'est dire, ah oui, non, mais moi je vais faire ça, je vais aller là, je vais détruire, je vais faire ceci. Il devient l'esclave de la vie au lieu de vivre. Les États vivent sur, aujourd'hui, la mendicité. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut absolument que les États soient en capacité de comprendre cette réalité qui fait aujourd'hui qu'on va leur dire, pourquoi tu peux attaquer un autre pays alors qu'en réalité, comment dire, tu es capable de ne pas attaquer quelqu'un. Donc, vous pouvez vivre ensemble et mener ce monde, porter ce monde vers un projet humaniste. Vous voyez ce que je vais dire? Et c'est ça la réalité. Quand on parle de la destruction de l'innocence, les gens pensent que nous voulons évoquer une différence entre les gens. Non, pas du tout. Nous voulons simplement refuser la fabrication des coupables et cette fabrication, elle est très importante de nos jours à travers le monde entier. Les appartenances, les ceci, non, nous avons la possibilité de porter notre monde vers une réussite. Et je vous appelle à ça. Donc, j'ai parlé de ces sujets-là sur lesquels j'ai vraiment insisté. Pardon, et j'ai réinsisté. Je vais évoquer également l'incompréhension sur... je vous ai appelé à lire le livre des sagesses dans la Bible. Ne détruisez pas ce livre. Ce livre n'est pas contre vous, il est pour vous. Si ce livre-là, les gens qui fabriquent des mannequins, des objets, des images de femmes ou d'hommes avaient lu, ces personnes n'auraient pas fait. Alors si vous dissimulez ce livre, c'est que vous vous rendez coupable. Donc ce livre de sagesse, il faut le diffuser. Il faut le diffuser pour que d'autres puissent lire. C'est un livre biblique qui a été porté par les prophètes. Et si les prophètes portent ce livre, ce n'est pas pour détruire le monde, c'est pour apporter le bien-être et un équilibre universel. Ce livre doit réinsister. Vous allez le réintégrer dans la Bible. Vous allez le remettre dans la Bible. Tous les livres que vous avez supprimés de la Bible, vous allez les réintégrer dans la Bible pour que nous puissions avoir toutes les réponses à nos questions. La Bible n'est pas écrite pour orner nos tables ou encore. Non, la Bible existe
tout simplement pour nous apporter les réponses de lumière sur le monde afin de porter ce monde vers une grande émergence. C'est à ça que je vous appelle. Pour terminer, nous avons parlé de très belles choses. Je vais évoquer la question de la... Alors récemment, on entend un sujet très important dans le monde. En ce moment, tous les médias en parlent. Il s'agit de la question d'inéligibilité de Marine Le Pen. Il y a des gens qui sont passés à la télé dire « Oui, mais ce que Karine ne comprend pas, enfin, pas moi, ils n'ont pas dit ça, mais j'ai compris comme ça, c'est qu'elle a fait ce qui n'est pas bien. » Mais c'est vrai. On ne dit pas qu'elle n'a pas fait ce qui n'est pas bien. Elle a, cette question du financement de l'utilisation de l'argent de l'Europe, elle n'avait pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'avait pas à le faire. Elle a fait ce qui n'est pas bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On ne dit pas que le problème n'existe pas. On ne dit pas qu'elle n'a pas mal agi. Naturellement, elle a mal agi. C'est vrai. Elle a fait ce qui n'est pas bien. Mais ce que nous voulons dire, et ça a été mon intervention, et que je reste sur cette position pour que nous soyons en adéquation avec ce que je dis et pour que nous puissions, pour que chaque personne puisse comprendre ma position afin de ne pas croire que je sois en train de supporter une injustice. Non, ce n'est pas ce que je fais. J'apporte une vision. Une autre façon de comprendre, une autre façon de voir la vie, c'est tout. De voir ce procès, le déroulé de ce procès. Moi, forcément, je ne l'ai pas suivi. Parce qu'avec tous les procès qu'on a imaginés, hein, avec tous les hommes et les femmes politiques qui ont défilé devant la justice, l'ancien ministre de la justice, ainsi de suite, sans compter les députés qui sont toujours en train de le défilé de mode, des défilés devant des personnages politiques devant la justice. Vous imaginez le nombre de personnes? Mais il y en a beaucoup. Elles sont nombreuses. Ce que je dis pour la question de Marine Le Pen, personnellement, parce que ça me touche de près, c'est parce que Marine Le Pen a été jugée sur une question, argent. Voilà, une somme d'argent. On lui dit, tu as fait ça. Tu as pris, voilà, cet argent-là. Mais, au lieu que tout le procès se déroule là, sur la question de l'argent, comment faire pour récupérer cet argent? En effet, ils ont mis en place un système qui leur permet de contourner la réalité et comment dire, et de se positionner sur un sujet en réalité qui n'avait pas lieu d'être. Ça, c'est la vérité. Donc, quand on parle de cette question, et voilà ma vision, c'est quoi? C'est que moi, dans la sagesse qui est la mienne, et j'espère que Papa avec notre Dieu me soutient sur cette position, et moi je dis simplement, Marine Le Pen, on accuse à Madame Le Pen d'avoir utilisé l'argent d'une subvention de l'Union européenne pour financer des emplois fictifs, des gens qui sont employés dans ces fonctions à l'Union pour la continuité des travaux qui sont faits à l'Union européenne. On va dire comme ça. On lui réclame un montant d'argent. D'accord. Mais cet argent-là, on ne l'entend pas. D'autant plus que l'Union européenne en soi, et c'est ce à quoi les juges devaient tenir compte avant de rendre leur verdict, ce qui nous intéresse dans cette histoire, ce n'est pas que, c'est que pour nous, le verdict n'est pas juste. Ils n'ont pas rendu un verdict juste. Ils ont rendu un verdict, le verdict a été erroné par rapport à la réalité. C'est dit quoi? C'est dit qu'on lui dit, tu vas rendre, tu ne seras plus éligible en France. C'est là la question. On se dit, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne soit pas. Pourquoi? Parce que l'Union européenne
Même si aujourd'hui la vision sur l'Union européenne est perçue comme étant une constitution commune des 27, il faut quand même comprendre une réalité qui veut que dans le système aujourd'hui de l'Union européenne, qui a encore des pays, et non pas des, on appelle des États, mais ça reste des pays, fonctionne sur un système de répartition des pouvoirs. C'est-à-dire que ça, c'est notre logique. On apporte un éclaircissement pour que tout le monde puisse comprendre. Cette répartition de pouvoir permet que quoi? Que dans l'Union européenne, n'importe quel pays a un président. On a vu récemment, quand le président Emmanuel Macron a été à la tête de la présidence, en fait, quand il est devenu le président en fait, c'est quoi le terme qu'on a utilisé? Le président par transition de l'Union européenne. Transition. Il a gardé son poste de président en France et il est devenu président par transition à la tête de l'Union européenne. Et il a passé une année à la tête de l'Union européenne. Il a gardé de nouveau son poste en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que par cette question, on a tout simplement compris que l'Union européenne et la France sont deux entités complètement différentes, d'autant puisque le président Emmanuel Macron peut à la fois être président à la tête de la France et être président par transition à la tête de l'Union européenne. Ça, c'est notre vision. Et c'est la justice qu'on rend aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, en devenant président de transition à la tête de l'Union européenne, le président Emmanuel Macron n'a pas cédé son poste de président français, ça veut dire que l'Union européenne aujourd'hui, qui fonctionne par un système de répartition de pouvoir, est perçue comme étant une organisation qui fonctionne comme les Nations Unies, comme l'OTAN, comme toutes ces institutions internationales que nous connaissons. Comme, prenons le cas des continents. Ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à Marine Le Pen? On dit, tu as eu un problème avec l'Union africaine, par exemple. Mais tu ne peux pas te présenter dans ton pays. C'est exactement ça comme les continents. On sait très bien qu'à la tête, que à chaque continent, en fait, il y a des pays. Et dans ces pays-là, il y a des présidents dans n'importe quel pays qui ont des règles, qui régissent, qui font valoir leurs droits et leurs devoirs au sein de leur propre pays. L'Union européenne ne fonctionne pas comme les États-Unis d'Amérique, qui sont un seul pays avec une loi pour tout le monde, même s'il y a des divergences de loi par rapport à des États différents. Mais ce qu'on dit, c'est que si l'Union européenne était les États-Unis d'Amérique, on aurait pu comprendre qu'on dise oui, tu ne dois pas te présenter aux élections présidentielles de la France. Mais l'Union européenne ne fonctionne pas comme les États-Unis d'Amérique, qui ont 54 États avec un seul président. On comprend tout à fait. L'Union européenne fonctionne par un système de répartition des pouvoirs. Ça, c'est la justice qui est la nôtre. Elle n'est influencée par aucune personne, par aucun avis, non. Ça, c'est notre position sur la question. Et on dit, face à nous, on dit aujourd'hui, si on disait Marine Le Pen est inéligible par rapport à une question européenne, on pouvait comprendre. On se dit oui, c'est normal qu'on dise, voilà, pendant ton nombre d'années, voilà, tu ne peux plus être éligible, par exemple, comme telle ou députée européenne, ou ce que tu veux. Vous croyez qu'on aurait intervenu, mais à grand jamais. À grand jamais. Parce que, aujourd'hui, le fonctionnement même de l'Union européenne nous démontre cette différenciation logique qu'il faut apporter pour comprendre. Et nous devons apprendre à apprécier ce qui est juste. Et ça, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que nous disons?
Nous disons que d'abord, dans ce procès, on n'entend pas, on isole carrément la question fondamentale qui sont les 4 millions d'euros. Et sur cette question fondamentale, on ne nous permet même plus de nous dire à quel moment on va rembourser, cet argent sera remboursé à l'Union européenne. Cette question, une fois de plus, est isolée. Et on lui dit, le président Emmanuel Macron peut être à la fois président en France et à la fois président de transition à la tête de l'Union européenne, mais toi, Marine Le Pen, tu ne peux pas devenir président, tu ne peux pas te porter candidate à l'élection présidentielle. Et c'est là notre question. Simple. Simple. Où est le rapport? Où est l'argent? Voyez-vous? Ça, c'est notre question. Ça, c'est notre position. Et notre position, elle est cohérente avec la réalité, avec les faits. Et c'est une véracité que nous devons parvenir à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est une ségrégation ou encore une prise de décision. Vous croyez que je suis influencée par Marine Le Pen? Non, avec tout le respect que je lui dois. De par le travail, les positions politiques qu'elle a prises. Et comme la plupart des politiciens d'entre vous et à travers le monde. S'il y a bien quelqu'un qui peut décrédibiliser des politiciens à travers ce monde, vous comprenez très bien que ce n'est pas moi. Regardez, je suis devant vous en train de crier, comprenez-moi, vous avez compris. C'est pas la politique, mais c'est une forme de politique. C'est pas la politique, on va pas appeler ça la politique. On aurait pu appeler ça la politique si c'était dans un contexte beaucoup plus régulier. Voilà, je me rebelle un peu sur la question. Mais ce n'est pas de la politique. Et ce que moi je vais vous dire par là, c'est que vous voyez comment j'hurle, comment je crie, comment je parle, comment je suis là, comment je vous explique. Et alors, vous pouvez comprendre que je ne suis pas là pour prendre position. Mais comme d'habitude, je me positionne sur une vérité. Ce n'est pas parce que je juge, ce n'est pas parce que je condamne, c'est parce que je constate. Permettez-moi de constater. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas voir la vérité, et Dieu, on ne voit pas la vérité. Et naturellement, on dit qu'il y a des textes de loi qui ont été votés. Oui, mais n'isolons pas la question. Moi, je dis une chose. Si Mme Le Pen, on lui avait dit, vous remboursez les 4 millions, comme vous voulez, on aurait pu lui proposer. Vous remboursez les 4 millions par échelonnement, par ce que vous voulez, on aurait pu comprendre. Mais non, on ne lui demande même pas de rembourser les 4 millions. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit, voilà, tu ne dois pas te présenter aux élections présidentielles. Et on dit, pourquoi? Voyez-vous, nous nous posons la question de savoir pourquoi. Il n'y a pas de raison. Si c'est ce qu'il faut faire, elle doit faire. C'est ça la réalité. Et donc, vous pouvez quand même pas vous plaindre de moi en disant, oui, vous comprenez, Karine, non, 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 non. Et vraiment, hein, non, ne venez pas me condamner pour ce que je ne dis pas. Moi, je porte un regard très positif sur ce que je dis, moi. Je ne suis pas en train de vous dire, je soutiens Madame Le Pen. Mais non, moi, je soutiens une réalité. Qu'on a vue face à nous. Aujourd'hui, à la tête de l'Union européenne, qui est une représentante de nation. Pourtant, elle représente sa nation et l'Union européenne qui aujourd'hui fonctionne comme l'OTAN, comme les Nations Unies, qui n'empêche pas à quelqu'un d'adhérer aux Nations Unies et d'être à la tête de son pays. Si on révoque aujourd'hui un pays des Nations Unies, est-ce que ça l'empêche de rester président, de continuer ça empêche le président en exercice d'être président à la tête de son pays? Non, le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, la question ne se pose pas. Et c'est exactement ce que nous disons. Il faut revoir ce procès et le juger avec un verdict beaucoup plus juste. Suivant ma position qui est personnelle, il n'y a pas de raison qu'on parle d'inéligibilité quand ça concerne Marine Le Pen. Parce que ce sont des questions qui sont complètement différentes. Vous voyez, quand on prend l'exemple, on prend des exemples aujourd'hui, face à vous qui sont palpables. Vous ne pouvez pas refuser cette réalité. Et d'ailleurs, où est l'argent? C'est quoi? Quel est le message? C'est qu'aujourd'hui, on dit à n'importe qui, ouais, non, mais tu peux venir dans les caisses de l'Union européenne récupérer la quantité d'argent que tu veux, c'est pas un problème. Et tu ne rembourses pas. Voilà, on te condamne, tu dépasses Marine Le Pen, elle est jeune. Une élection, pour elle, c'est pas un problème.
Bien sûr, c'est une fatalité par rapport à un parti politique. Elle peut accepter. Elle peut se dire, ok, je m'en fiche. Je présente un autre membre de mon parti. Si c'est mon parti qui doit être au pouvoir, son parti sera au pouvoir. Ça ne changera pas. Les gens lui feront confiance. Peut-être même c'est un coup de com'. Bon, n'exagérons rien. Mais ce que je vais dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut être en cohérence avec ce qu'on fait. C'est une justice qu'on demande. C'est un jugement. C'est notre position. C'est notre vision qui est exacte. On dit, basons-nous sur les faits. On crée un coup de com', le monde entier en parle. Tout le monde. Non, on n'a jamais soutenu le fait que Marine Le Pen soit, comment dire, ne soit pas, comment dire, soit inéligible. Non, on n'a jamais soutenu ce fait, mais jamais, tout au contraire. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on la soutient. Et on dit une chose, elle doit porter sa candidature avec son parti. Non pas parce qu'il y a une position, c'est parce que c'est la politique, c'est tout. Mais qu'on doit aussi respecter ses droits et respecter aussi un processus qui existe. Parce qu'on te dit, tu peux être président par transition ou présidente par transition de l'Union européenne et rester à la tête de ton pays. Et on dit à Marine Le Pen, ben, puisque ce sont deux entités complètement différentes, toi, Marine Le Pen, tu ne peux pas te présenter à la tête de la présidence de ton pays. Tu fais ce que tu veux, puisque ce sont des entités qui sont complètement différentes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Ça, c'était mon intervention. Ce n'était pas pour prendre position ou encore je sais pas, pour vous décrédibiliser ou décrédibiliser non, pas du tout, non. Ça, c'est juste ma position et ça me semble profondément juste. Et on peut dire ce qu'on pense, mais moi, c'est ma position. Je ne suis pas en train non, mais vous croyez que je supporte, comment dire, que je dise, voilà, il faut faire ce qui n'est pas bien, bah non, ou rendre un mauvais verdict, non. Je dis simplement que la question dont il s'agit n'a pas été évoquée. Point. Et moi, mon point de vue s'arrête à ce niveau. Non pas parce qu'il y a quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est uniquement ce que je dois dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je voulais apporter vraiment un éclaircissement sur la question pour que vous puissiez comprendre. Je me répète sur la question, mais vraiment pour apporter mon point de vue. C'est-à-dire que si aujourd'hui les avocats de Marine Le Pen évoquent cette situation, on ne peut pas leur dire cette question de la différenciation de pouvoir entre l'Union européenne et la France, on ne peut pas leur dire non. Il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut pouvoir amener une logique à ce raisonnement. Parce que c'est logique, parce que c'est normal, parce que c'est justifié, parce que c'est justifiable. Voilà. Donc, c'est un peu le message que je vous portais aujourd'hui. Et j'espère que, comme d'habitude, vous pouvez juger, c'est normal, vous êtes fait pour ça. C'est-à-dire que nous vivons en démocratie. Vous avez très bien compris que la démocratie vient purement et simplement du ciel. Donc, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas vous empêcher de penser, d'apporter vos visions, vos points de vue, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Ainsi de suite. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut apporter une logique à ce que vous faites et comment vous faites et comment nous faisons. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et bah, moi je vais vous dire à bientôt. Bisous à tout le monde.